Comment un simple sac isotherme peut-il déclencher une tempête à 10 000 mètres d'altitude? C'est l'histoire de Sophie Nguyen, une adolescente noire de 16 ans, en route pour une opportunité unique au MIT, une bourse prestigieuse qui couronnait des années de lutte contre une maladie rare. Mais à mi-parcours, au-dessus des plaines dorées du centre de la France, ses médicaments vitaux, soigneusement rangés dans une pochette grise, ont été arrachés de ses mains tremblantes par une hôtesse de l'air, Céline Dubois, qui n'a vu qu'une adolescente noire et un sac suspect, sans jamais jeter un œil aux documents médicaux. Ce geste irréfléchi, teinté de préjugés, allait non seulement clouer l'avion au sol, mais déclencher une vague d'indignation nationale, portée par des alliés inattendus et un enregistrement viral. Ce qui avait commencé comme un acte de discrimination allait se transformer en un règlement de compte retentissant, un cri pour la justice qui ferait trembler une compagnie aérienne. Si cette histoire vous révolte, restez jusqu'au bout, car elle ne fait que commencer. Le bourdonnement sourd du Boeing 777 était une mélodie apaisante, une promesse d'avenir fendant le ciel bleu au-dessus des champs français. Pour le docteur Antoine Lay, ce son était une pause bienvenue dans le tumulte de ses pensées. Assis au siège 14B, il jeta un coup d'œil à sa fille, Sophie, installée près du hublot. Ses yeux sombres, brillants d'émerveillement, suivaient le patchwork des terres agricoles, 10 000 mètres plus bas. Ses tresses soigneusement nouées encadraient un visage délicat, illuminé par un sourire discret. Pour un observateur quelconque, elle n'était qu'une adolescente ordinaire, perdue dans la contemplation du ciel. Mais pour Antoine, chaque détail de son apparence racontait une histoire de résilience. Il voyait le léger tremblement de ses doigts, la pâleur subtile sous sa peau brune, les marques d'une guerrière qui avait défié l'histoire de son propre corps pour atteindre ce moment. Sophie, prodige de 16 ans, passionnée de physique quantique, avait décroché une bourse conditionnelle pour un programme d'été au MIT, une étape décisive vers son rêve de devenir chercheuse. Ce voyage était plus qu'un simple vol transatlantique, c'était un pèlerinage vers un avenir qu'elle avait conquis contre vent et marée. Atteinte de dermatomyosite juvénile, une maladie auto-immune rare provoquant une inflammation musculaire chronique, Sophie avait passé des années à jongler entre les salles d'hôpital et les salles de classe. La maladie, cruelle et imprévisible, lui avait parfois volé la capacité de marcher, de tenir un stylo, voire de sourire sans douleur. Mais un traitement biologique révolutionnaire, fruit de recherches auxquelles Antoine, immunologiste pédiatrique, avait modestement contribué, avait changé la donne. Ce médicament, administré par des seringues pré-remplies, était un miracle fragile. Conservé dans une pochette isotherme avec des packs de gel, il devait rester à une température stable. Une seule erreur, un réchauffement, une perte, et les protéines délicates se dégradaient, rendant le traitement inefficace. Le remplacer? Impossible sans un laboratoire spécialisé, des jours de préparation et un coût équivalent à celui d'une petite voiture. Ce sac gris, niché dans le bagage à main de Sophie, valait plus que tout ce qu'Antoine possédait. Ce matin-là, avant l'embarquement à l'aéroport Charles de Gaulle, Antoine avait vérifié la pochette 3 fois. Les seringues, les packs de gel, la lettre du médecin, l'ordonnance, la carte de notification de la DGAC, tout était en ordre, rangé dans une pochette plastique transparente. Antoine était un homme méthodique, un scientifique qui ne laissait rien au hasard, surtout pas la santé de sa fille. À ses côtés, sa femme, Claire, une professeure de littérature et au lycée, somnolait doucement sur le siège côté couloir, épuisée par les préparatifs du voyage. « Ça va, ma chérie ?» murmura Antoine, sa voix suffisamment basse pour ne pas réveiller Claire. Sophie tourna la tête, ses yeux pétillants d'émerveillement. « Plus que bien, papa. Je n'arrive pas à croire que c'est réel. Et si je rencontrais le professeur Dubois? Son article sur la supraconductivité m'a inspiré pour mon projet de fin d'année. » Le cœur d'Antoine se gonfla de fierté. C'était la Sophie qu'il chérissait, pas la patiente, mais l'esprit brillant, l'érudite en devenir. « Tu vas l'impressionner, répondit-il avec un sourire. Évite juste de corriger ses équations dès le premier jour. Elle rit, un son clair comme une clochette, une musique rare et précieuse à ses oreilles. Dans ces instants suspendus entre ciel et terre, Antoine s'autorisait à croire que le pire était derrière eux. À côté d'eux, au siège 14C, Julien,
un jeune ingénieur en informatique d'une trentaine d'années, observait discrètement. Avec ses lunettes rondes et son air concentré, il tapait sur son ordinateur portable, travaillant sur un algorithme pour son prochain projet. Mais il ne pouvait s'empêcher d'entendre la conversation, de noter le tremblement dans les mains de Sophie, l'attention constante d'Antoine. Julien, habitué à décoder des systèmes complexes, perçut immédiatement la gravité de la situation. De l'autre côté de l'allée, Marie, une mère célibataire dans la quarantaine, berçait doucement son fils de 5 ans, Léo, qui jouait avec une petite voiture en plastique. Marie, avec ses cheveux châtains attachés en un chignon désordonné, semblait fatiguée mais attentive, jetant des regards chaleureux à Sophie, comme si elle reconnaissait en elle une lueur de sa propre résilience. Le charme de ce moment fut brisé par le cliquetis du chariot de boisson et une voix sèche qui trancha l'ambiance feutrée de la cabine. Les bagages à main doivent être entièrement sous le siège devant vous, monsieur. Entièrement, pas à moitié, lança Céline Dubois, l'hôtesse de l'air, à un passager quelques rangées plus loin. Son chignon blond, tiré à la perfection, et son badge impeccable contrastaient avec son sourire crispé, une ligne fine qui ne réchauffait pas ses yeux d'un bleu glacial. Il y avait en elle une tension palpable, une impatience contenue, comme si chaque passager était une infraction à son autorité. Antoine, par réflexe, poussa légèrement le sac de Sophie sous le siège, bien qu'il fût déjà parfaitement rangé. Scientifique dans l'âme, il évitait les conflits, respectait les règles, mais il comprenait aussi les gens. Et son regard aiguisé capta l'expression de Céline alors qu'elle avançait dans l'allée, son autorité possessive scrutant chaque détail. Il remarqua le coup d'œil dédaigneux qu'elle lança à une famille maghrébine luttant pour calmer un bébé, la lenteur exagérée avec laquelle elle expliqua la ceinture de sécurité à une femme asiatique âgée. C'était subtil, mais évident. Une hiérarchie implicite dans sa patience, une échelle glissante de courtoisie. Cela mit Antoine en alerte. 1 heure après le décollage, Sophie sentit une douleur familière dans ses articulations, un signal d'alarme de son corps. « Papa » murmura-t-elle, son front légèrement plissé, « je crois que j'ai besoin de ma dose un peu plus tôt aujourd'hui. » La pression atmosphérique, peut-être ? Répondit Antoine, gardant une voix calme pour ne pas l'inquiéter. Pas de souci, on va s'en occuper après le service. Alors que le chariot de boisson passait leur rangée, Antoine croisa le regard de Céline. « Excusez-moi, mademoiselle » dit-il poliment. « Ma fille doit prendre un médicament. Pourriez-vous nous apporter un verre d'eau, s'il vous plaît » Les yeux de Céline glissèrent d'Antoine à Sophie, puis au sac à main sous le siège. « Tous les passagers seront servis en temps voulu, répondit-elle, son ton chargé d'une tolérance forcée. « Je comprends, insista Antoine, toujours courtois, mais c'est un peu urgent. Nous vous serions très reconnaissants. » Un éclair d'agacement traversa le visage de Céline. Elle soupira bruyamment, versa un gobelet d'eau d'une bouteille, éclaboussant légèrement le plateau en le tendant. Voilà. Dit-elle, presque à contre-cœur. Antoine la remercia, ignorant l'impolitesse, et aida Sophie à sortir son bagage à main. Elle ouvrit la poche avant et en sortit la pochette isotherme, discrète, de la taille d'un livre de poche. Alors que ses doigts, encore tremblants, manipulaient la fermeture éclair, Céline, qui n'avait avancé que d'une rangée, se retourna brusquement. « Mince, qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle, sa voix soudain tranchante, faisant taire les conversations autour. Sophie sursauta, surprise par cet interrogatoire soudain. « C'est ma pochette de médicaments. » balbutia-t-elle. Céline revint vers eux, bloquant l'allée, son regard fixé sur le sac. « Montrez-le-moi. » ordonna-t-elle, son ton autoritaire. Antoine sentit une colère froide monter en lui. L'homme rationnel, évitant les conflits, céda la place à un protecteur farouche. « Ce ne sera pas nécessaire. » dit-il, sa voix douce mais ferme. « Ce sont des médicaments à température contrôlée pour ma fille. J'ai tous les documents nécessaires ici, si vous souhaitez les vérifier. » Il désigna la pochette plastique dans la poche du siège. Céline l'ignora,
son attention rivée sur Sophie, qui semblait maintenant terrifiée, serrant la pochette comme une bouée de sauvetage. « Madame, je dois inspecter ce sac », insista Céline, sa voix montant en intensité. Julien, de son siège, activa discrètement l'enregistrement d'audio sur son téléphone, sentant l'injustice de la situation. Marie, tenant Léo endormi contre elle, fronça les sourcils, murmurant à voix basse. « C'est scandaleux, elle n'a rien fait de mal. » Il a été déclaré et approuvé par la DGAC, rétorqua Antoine, sa voix se durcissant. Vous n'êtes pas autorisé à l'inspecter. Il connaissait les règlements par cœur, les ayant étudiés minutieusement. Mais Céline semblait suivre une logique différente, dictée par ses propres préjugés. Pour elle, une adolescente noire avec un sac non étiqueté équivalait à une menace. « Monsieur, si vous ne coopérez pas, je devrais prévenir le capitaine. » lança-t-elle, son visage rougissant de colère. « Je coopère. » répondit Antoine, sa voix stable mais chargée de tension. « Je vous ai dit que j'avais les documents, et vous choisissez de les ignorer. » Avant qu'il ne puisse sortir les papiers, avant que Sophie ne puisse expliquer, Céline fit l'impensable. D'un geste rapide et agressif, elle arracha la pochette des mains de Sophie. « Eh » cria Sophie, un son de choc et de violation. « Je prends ça » déclara Céline, brandissant le sac comme un trophée. « Nous verrons ce que le capitaine en pense. » Elle tourna les talons et marcha vers l'avant de l'avion, laissant un silence stupéfait. Antoine, Claire et Sophie restèrent figés, l'outrage flottant dans l'air. Julien, toujours discret, continuait d'enregistrer, son visage crispé par l'indignation. Marie murmura à Claire, « C'est inacceptable. Je suis avec vous. » Le bourdonnement des moteurs semblait soudain menaçant, l'espoir fragile de la rangée 14 brisée. La bataille pour la santé de Sophie, que Antoine croyait gagner, venait d'être relancée à 10 000 mètres d'altitude par une femme armée d'un peu de pouvoir et de beaucoup de préjugés. Céline disparut derrière le rideau de la cuisine, tenant la vie de Sophie dans ses mains, laissant la famille et les face à une peur grandissante et à une résolution naissante, ils ne la laisseraient pas gagner. La tempête éclatait à 10 000 mètres d'altitude, dans la cabine étroite du Boeing 777, où le docteur Antoine Lay affrontait une injustice qui menaçait la vie de sa fille, Sophie Nguyen. Après que l'hôtesse Céline Dubois eut arraché et jeté la pochette de médicaments vitaux de Sophie, le père, jusque-là calme et méthodique, se dressait face au mur d'indifférence de l'équipage. Le capitaine Pierre Moreau, un homme habitué à l'autorité incontestée, qualifiait l'incident de « malentendu », refusant d'admettre la gravité des actions de son hôtesse. Mais Antoine, armé de sa connaissance des règlements et d'une détermination farouche, ne plierait pas. À ses côtés, des alliés inattendus émergeaient, Julien, l'ingénieur discret qui enregistrait tout, et Marie, la mère célibataire indignée, prête à témoigner. Alors que la tension montait, un passager, Bernard, un ancien pilote, révélait des vérités troublantes sur le passé de Céline, tandis qu'un enregistrement viral commençait à faire trembler la compagnie aérienne. Ce qui se déroulait dans l'allée 14 n'était plus une simple dispute, c'était une guerre pour la justice, et Antoine était prêt à tout pour protéger sa fille. Le monde semblait se réduire à l'espace exigu entre les rangées 14 et 15. Le bourdonnement des moteurs, les cliquetis des plateaux repas, les murmures des passagers s'estompaient dans un rugissement sourd aux oreilles d'Antoine. Toute son attention était fixée sur le rideau de la cuisine, où Céline avait disparu avec la pochette isotherme contenant les seringues vitales de Sophie. « Antoine, que s'est-il passé ?» demanda Claire, sa voix tremblante, encore embrumée par le sommeil. Elle serra la main de Sophie, qui tremblait, les yeux fixés sur le rideau, des larmes contenues à brillant dans ses pupilles. Elle l'a pris, murmura Sophie, sa voix brisée. Elle l'a juste pris. Une rage froide envahit Antoine, un sentiment rare pour cet homme habitué à la retenue, à la précision scientifique. Mais voir la peur sur le visage de sa fille, l'audace brutale de Céline, court-circuitait tous ses mécanismes de contrôle.
Pourtant, il savait qu'un éclat de colère ne ferait que conforter le récit de l'hôtesse, celui d'un homme noir agressif, non coopératif. Il devait être plus intelligent, plus stratégique. Restez ici, dit-il à Claire et Sophie, sa voix ferme, un ordre déguisant la tempête en lui. Je vais récupérer cette pochette. Alors qu'il se levait, une main effleura son bras. C'était Julien, l'ingénieur aux lunettes rondes, son ordinateur toujours ouvert. Faites attention, murmura-t-il. Elle est sur un coup de pouvoir. J'ai tout enregistré depuis le début. Antoine hocha la tête, reconnaissant. À côté, Marie, tenant son fils endormi, ajouta doucement. Je l'ai vu aussi. Elle n'avait aucune raison d'agir ainsi. Je dirai ce que j'ai vu. Ces gestes de solidarité, petits mais puissants, donnaient à Antoine un ancrage dans cette tempête. Il marcha vers l'avant de l'avion, ses pas mesurés, résistant à l'envie de courir. Il sentait les regards des passagers, certains curieux, d'autres hostiles. À leurs yeux, il n'était plus le docteur Lay, immunologiste respecté, mais un homme noir déterminé, marchant vers le cockpit, une image qui pouvait être mal interprétée. Arrivé au rideau de la cuisine, Antoine prit une profonde inspiration et l'écarta. La scène qu'il découvrit était pire que prévu. Céline, gesticulant avec la pochette grise, parlait avec animation à une autre hôtesse, plus âgée, probablement la chef de cabine, dont le badge indiquait « Élise ». Il a refusé de me la montrer, il était agressif, affirmait Céline, hissant la pochette comme une preuve accablante. Regardez ça, pas d'étiquette, ça pourrait être n'importe quoi. Peut-être des drogues, je parie. Ils ont attendu que le chariot passe pour sortir ça. Élise, le visage marqué par l'inquiétude, écoutait, mais son regard vacillait, comme si elle sentait que quelque chose clochait. Avant qu'elle ne puisse répondre, Céline se dirigea vers l'unité de gestion des déchets, une goulotte scellée menant à un compartiment externe. Antoine comprit immédiatement son intention. Non, cria-t-il, sa voix tonnant dans l'espace réduit. Il s'élança, mais trop tard. Avec un sourire satisfait, Céline laissa tomber la pochette dans la goulotte. Un cliquetis métallique résonna, suivi d'un silence écrasant. Les médicaments de Sophie, 4 seringues d'un biologique sur mesure, d'une valeur de 15 000 €, venaient de disparaître dans le vide. L'air quitta les poumons d'Antoine. La rage qu'il avait contenue s'évapora, remplacée par une peur viscérale. Ce n'était pas seulement un sac. C'était la mobilité de Sophie, sa santé, son rêve d'étudier au MIT, tout cela jeté comme un déchet. Céline se tourna, un air de triomphe sur le visage. Éliminé, conformément au protocole de la DGAC pour les substances non identifiées, déclara-t-elle. Antoine la fixa, un calme étrange s'installant dans lui, un calme de certitude absolue. « Qu'avez-vous fait » murmura-t-il, sa voix portant le poids que d'une tempête imminente. Élise, horrifiée, balbutia. « Céline, vous l'avez jeté » L'assurance de Céline vacilla légèrement, une lueur d'incertitude traversant ses yeux. La dévastation sur le visage d'Antoine n'était pas la réaction qu'elle attendait. Antoine sortit son téléphone, affichant le PDF de la lettre du médecin, l'ordonnance, la composition chimique du médicament, la carte de notification de la DGAC. Il tendit l'écran à Élise. « Voici ce que vous venez de jeter, » dit-il, sa voix tremblante de fureur contrôlée. « Le médicament de ma fille de 16 ans, pour une dermatomyosite juvénile. Un biologique sensible à la température. Sans lui, elle rechutera dans les 48 heures. Elle souffrira d'inflammations musculaires graves, de douleurs débilitantes, de faiblesse progressive. Dans une semaine, elle pourrait être en fauteuil roulant. Vous n'avez pas éliminé une substance, vous avez éliminé son avenir. » Élise blêmit, parcourant le document. Ses yeux passèrent d'Antoine à Céline, son expression oscillant entre choc et panique. « Mon Dieu, Céline » murmura-t-elle. Céline, sur la défensive, lança. « Il ne m'a rien montré.
Il était agressif, il a refusé de coopérer. Antoine explosa, son contrôle s'effritant. Je vous ai dit que j'avais les documents. Vous n'étiez pas intéressé par les faits. Vous avez vu une adolescente noire, un sac, et vous avez construit une histoire dans votre tête. Une histoire que vous avez décidé de croire, au lieu de suivre votre formation. Il fit un pas vers elle, sa présence imposante emplissant l'espace. Je suis le docteur Antoine Lay, immunologiste pédiatrique à l'hôpital Necker. J'ai contribué aux essais cliniques de ce médicament. Je connais les protocoles de transport mieux que vous ne connaissez les consignes de sécurité de cet avion. Et vous venez de mettre en danger une enfant sous ma garde. Élise, désemparée, tenta de calmer la situation. Do ? Monsieur, je comprends, mais la goulotte, c'est externe. Le sac est parti, nous ne pouvons pas le récupérer. Antoine appuya une main contre le mur, le monde vacillant légèrement. Les vibrations des moteurs lui rappelaient cruellement que l'avion continuait d'avancer, loin de toute solution. Mais dans cette impuissance, une résolution se forgeait, dure comme l'acier. Très bien, dit-il, sa voix tombant à un murmure menaçant. Vous ne pouvez pas le récupérer. Alors vous allez faire atterrir cet avion. Élise secoua la tête. Monsieur, nous ne pouvons pas détourner un vol pour cela. Antoine la coupa, son ton glacial. Vous ne m'écoutez pas. Je ne vous demande pas. Je vous dis ce qui va se passer. Vous avez créé une urgence médicale à bord, et je vais tenir chaque personne ici responsable. Allez chercher le capitaine. Alors qu'Élise s'éloignait précipitamment, un passager, Bernard, un homme d'une soixantaine d'années aux cheveux grisonnants, s'approcha. Son visage marqué par les années portait une autorité tranquille. « Docteur Lay ?» dit-il doucement, « Je suis Bernard, ancien pilote de ligne. J'ai travaillé pour cette compagnie il y a 10 ans. Ce n'est pas la première fois que Céline Dubois agit ainsi. Elle a été réprimandée pour des comportements similaires, des jugements hâtifs, des suspicions infondées. Mais la compagnie l'a protégée. » Antoine serra les dents, cette révélation alimentant sa détermination. « Merci, Bernard, » répondit-il. « Votre témoignage sera précieux. » De retour à la rangée 14, Sophie pleurait silencieusement, blottie contre Claire. « Ça va aller, ma chérie, » mentit Antoine, serrant sa main froide. Il n'avait aucune certitude, mais il refusait de montrer son désespoir. Julien, toujours à son siège, leva les yeux de son téléphone. « Docteur, j'ai mis l'enregistrement sur Twitter, » murmura-t-il. « Ça devient viral. Plus de 10 000 vues en 5 minutes. Les gens sont furieux. » Marie, de l'autre côté, ajouta. « J'ai posté un commentaire sur le fil. J'ai dit que j'étais témoin, que Sophie n'a rien fait de mal. Mon fils et moi, on est avec vous. » Quelques minutes plus tard, le capitaine Pierre Moreau apparut, accompagné d'Élise. Ses 4 galons dorés brillaient sur son uniforme, mais son visage carré trahissait une irritation contenue. « Docteur Lay. » Commença-t-il, sa voix grave et autoritaire, « Mon hôtesse principale m'informe d'un malentendu. » Antoine sentit une vague de colère à ce mot. « Un malentendu ?» répéta-t-il, son ton acéré. « Votre hôtesse a illégalement confisqué et détruit le médicament vital de ma fille, malgré mes offres répétées de montrer les documents officiels. Ce n'est pas un malentendu, c'est une série d'actions discriminatoires et négligentes qui mettent ma fille en danger. » Moreau croisa les bras, son attitude défensive. « Monsieur, nos hôtesses sont formées pour prioriser la sécurité. Céline m'a dit que vous étiez non coopératif, que l'objet était suspect. » Antoine tendit son téléphone, affichant les documents. « Voici la preuve que vous refusez de voir. Ce médicament est essentiel pour une maladie auto-immune. Votre hôtesse a choisi d'ignorer les faits pour suivre ses préjugés. » Moreau jeta un coup d'œil rapide et au téléphone,
son impatience évidente. Écoutez, je suis désolé, mais le sac est parti. Nous sommes à 2 heures de San Francisco. Vous pourrez renouveler l'ordonnance là-bas. Claire, jusque-là silencieuse, intervint, sa voix tremblante de fureur contenue. Capitaine, ce n'est pas une simple ordonnance. Ce médicament est préparé dans un laboratoire à Paris. Il faut une semaine pour le produire, à des milliers d'euros la dose. Aucune pharmacie à San Francisco ne l'a en stock. Moreau tressaillit, mais sa priorité restait son horaire. Faire demi-tour n'est pas une option, répondit-il. Nous n'avons pas assez de carburant pour retourner à Paris. Et un détournement nécessite une urgence vitale immédiate. Votre file semble stable pour l'instant. Antoine fixa le capitaine, une froide résolution s'installant. Il avait joué selon leurs règles, présenté des preuves, et on lui répondait par du mépris. Capitaine Moreau, dit-il, sa voix tombant à un murmure d'une autorité inquiétante, laissez-moi être clair. Vous avez 2 options. Option 1. Vous contactez votre répartiteur, déclarez une urgence médicale et détournez cet avion vers l'aéroport le plus proche avec un centre médical, comme Chicago. Option 2. Je déclare ma fille, passagère de cet avion, médicalement inapte à continuer ce vol en raison des actions de votre équipage. Je vous notifie officiellement que vous transportez une passagère vers une crise médicale évitable. Si vous poursuivez, je m'assurerai que la DGAC, l'autorité des transports et tous les médias sachent que vous avez choisi de mettre une enfant en danger. Moreau serra la mâchoire, déstabilisé. À cet instant, Julien leva son téléphone. Capitaine, juste pour info, dit-il calmement, j'ai diffusé l'enregistrement en direct sur Twitter. 50 000 personnes regardent en ce moment. Les mots tombèrent comme une bombe. Moreau pivota, incrédule. Vous enregistrez ? Balbutia Élise. Non, je diffuse en direct, corrigea Julien. C'est public maintenant. Les commentaires affluaient, et ils ne sont pas tendres. Antoine sentit un levier inattendu. La bataille privée venait de devenir publique, amplifiée par des milliers de voix anonymes. Moreau, acculé, grogna, « Éteignez ça ! C'est illégal d'enregistrer l'équipage sans consentement. » Julien, imperturbable, répondit. Selon la DGAC. Tant que je ne perturbe pas l'équipage, je suis dans mon droit. Et en Californie, où nous allons, les lois autorisent l'enregistrement dans des espaces publics sans consentement préalable. Antoine pressa son avantage. Capitaine, le flux est hors de propos. Ce qui compte, c'est que vous avez une passagère en danger à cause de votre équipage. Vous êtes informé. Continuer est un acte de négligence volontaire. Quelle est votre décision ? Moreau, les galons dorés pesant lourd sur ses épaules, ouvrit la bouche, puis la referma. Il regarda vers le cockpit, comme si les réponses se trouvaient dans ses instruments. Enfin, il se tourna vers Élise. Contactez le répartiteur. Ordonna-t-il, la voix rauque. Dites-leur que nous avons une urgence médicale. Nous détournons vers Chicago. Un soulagement aigu envahit d'Antoine, mais il savait que ce n'était qu'une étape. Claire serra son bras, les larmes aux yeux. Sophie, toujours blottie contre elle, murmura « Merci, papa ». Alors que l'avion entamait son virage, la cabine s'emplit de murmures frustrés. Les passagers, ignorant la gravité de la situation, commençaient à râler. Mais pour Antoine, chaque vibration des moteurs était un pas vers la justice, et vers la survie de sa fille. Le Boeing 777 toucha le tarmac de l'aéroport international de Chicago dans un grondement sourd, mais pour la famille Nguyen, l'atterrissage marquait le début d'une nouvelle bataille. L'injustice subie à 10 000 mètres d'altitude par Sophie, une adolescente de 16 ans dont les médicaments vitaux avaient été jetés par l'hôtesse Céline Dubois, ne s'arrêterait pas en plein ciel.
Le docteur Antoine Lay, père de Sophie, avait forcé le détournement du vol, transformant d'une crise personnelle en un scandale public grâce à l'enregistrement viral de Julien, un passager ingénieur, et au soutien de Marie, une mère célibataire. Alors que Sophie, affaiblie par les premiers signes d'une rechute, était emmenée à l'hôpital, Antoine se préparait à affronter la compagnie aérienne sur le sol américain. Une alliée inattendue, l'avocate Isabelle Renaud, entrait en scène, tandis que Bernard, l'ancien pilote, révélait des failles systémiques dans la compagnie. Ce qui avait commencé comme un acte de préjugé à bord d'un avion allait devenir un mouvement pour la justice, un cri qui résonnerait bien au-delà de Chicago, secouant les fondations d'une industrie et redonnant espoir à ceux qui luttent contre l'injustice. La cabine s'emplit d'une tension palpable alors que l'avion s'immobilisait à la porte. Les passagers, frustrés par le détournement, lançaient des regards furieux à la rangée 14, où Antoine, Claire et Sophie attendaient, isolés par l'ordre du capitaine Pierre Moreau de rester à leur place. Sophie, pâle et tremblante, montrait des signes de fatigue profonde, ses articulations raidies par l'absence de son médicament. Antoine caressait doucement ses cheveux, murmurant « On est au sol maintenant, ma chérie. On va t'emmener à l'hôpital, tout ira bien. » Mais ces mots, bien que rassurants, masquaient son inquiétude. L'horloge biologique de Sophie tournait, et chaque minute sans son traitement aggravait le risque d'une rechute grave. Claire, les yeux rougis, serrait la main de Sophie, son instinct de professeur l'aidant à garder une façade de calme malgré la peur qui la rongeait. La voix du capitaine retentit dans l'interphone, froide et formelle. « À la famille de la rangée 14, veuillez rester à vos places. Des ambulanciers et des responsables de la compagnie vont monter à bord. Les autres passagers, veuillez descendre de manière ordonnée. » Ces mots, prononcés avec une précision chirurgicale, peignaient à la famille Nguyen comme la source du chaos, attisant l'hostilité des autres passagers. « Merci beaucoup, » grogna un homme en costume, traînant sa valise. « Je vais rater ma réunion à San Francisco à cause de vous. » Une femme âgée siffla. « Vous auriez dû gérer vos affaires avant de monter à bord. » Antoine protégea Sophie des regards accusateurs, son corps formant un rempart contre l'animosité. Mais au milieu de cette tempête, un soutien inattendu émergea. Julien, l'ingénieur, s'arrêta près de leur rangée. « Je reste, » dit-il doucement, son téléphone toujours en main. « Mon flux est encore en direct. Le monde doit voir comment ils vous traitent au sol. » Marie, tenant son fils Léo, ajouta. « J'ai donné ma déclaration à l'hôtesse principale. J'ai dit que vous étiez calme, que c'était elle et l'agresseur. Je ne pars pas tant que vous n'êtes pas pris en charge. » Puis, Bernard, l'ancien pilote, s'approcha, son regard ferme. « Docteur Lay, » dit-il. « Je viens de parler à un ami à la DGAC. J'ai mentionné le passé de Céline, elle a déjà été signalée pour des comportements discriminatoires, mais la compagnie a étouffé l'affaire. Je vais témoigner pour vous. » Il tendit une carte de visite. « Appelez-moi si vous avez besoin de plus de contexte. » Antoine, submergé par ces gestes de solidarité, murmura un « merci », ému, sa voix épaissie par l'émotion. Alors que les derniers passagers quittaient l'avion, un groupe monta à bord, 2 ambulanciers, une femme nommée Sophie et son collègue Marc, suivis de 2 officiers de sécurité de la compagnie, au visage fermé, et d'un responsable de l'aéroport, M. Lefebvre, dont la cravate desserrée trahissait son stress. Derrière eux, Céline Dubois, pâle et crispée, avait été contrainte de rester pour faire face aux conséquences de ses actes. L'ambulancière Sophie s'agenouilla près de Sophie Nguyen. « Bonjour, ma grande, » dit-elle doucement. « On m'a dit que tu ne te sens pas bien. Peux-tu me dire ce qui se passe ?» Pendant que Claire expliquait la situation médicale, Antoine se leva pour affronter Lefebvre. « Docteur Lay, » commença ce dernier, son ton dégoulinant de formalité, « nous avons une situation grave. Un détournement de vol, une immobilisation complète, plus de 200 passagers affectés.
Nous avons un rapport de l'équipage concernant une perturbation de votre part. Antoine sentit une vague de colère monter. Une perturbation ? Rétorqua-t-il, sa voix résonnant dans la cabine vide. La seule perturbation est l'acte de votre hôtesse, Céline Dubois, qui a profilé racialement ma fille, ignoré nos documents médicaux et détruit 15 000 € de médicaments vitaux. Le détournement est la conséquence de son action, pas la cause. Céline, s'avançant, tenta de se défendre. Il m'a menacé. Lui et sa fille, ils avaient un sac suspect. Antoine brandit la carte de Bernard. Un témoin, un ancien pilote, a déjà donné une déclaration confirmant que nous étions calmes et que vous étiez l'agresseur. Et il y a un flux en direct, vu par plus de 100 000 personnes, qui corrobore notre version. Cessez de mentir, mademoiselle Dubois. À la mention du flux viral, Lefebvre et les officiers échangèrent un regard paniqué. Cette nouvelle changeait tout. Ils ne géraient plus une plainte isolée, mais un scandale mondial. L'attitude de Lefebvre passa de l'agressivité à une tentative maladroite de contrôle des dommages. D'accord, docteur Lay, calmons-nous. Notre priorité, c'est le bien-être de votre fille. Le bien-être de ma fille aurait dû être votre priorité il y a 3 heures, coupa Antoine. Voici ce qui va se passer. Vous organisez un transport médical immédiat vers l'hôpital universitaire de Chicago, qui dispose d'un excellent département de rhumatologie. Vous réservez une suite dans un hôtel proche pour une durée indéterminée. Et vous couvrirez chaque centime des frais médicaux causés par les actions de votre employé. C'est non négociable. Lefebvre, déstabilisé, bégaya. Il y a des procédures, des politiques. Antoine l'interrompit. Vous êtes en terrain inconnu, monsieur. Et croyez-moi, vous ne voulez pas que je sois votre guide. Faites les arrangements. Pendant ce temps, l'ambulancière Sophie examina Sophie Nguyen. Sa pression artérielle est élevée, son pouls est rapide, dit-elle à Antoine. Compte tenu de son état, je recommande une évaluation immédiate. Alors que les ambulanciers préparaient une chaise de transport, une femme élégante, la cinquantaine, entra dans la cabine. « Docteur Lay ?» dit-elle, sa voix assurée. « Je suis Isabelle Renaud, avocate spécialisée en droit civil. J'ai vu le flux de Julien sur Twitter. Je veux représenter votre famille, pro bono. Ce qui s'est passé ici est une violation grave, et je vais m'assurer que cette compagnie en paie le prix. » Antoine, surpris mais reconnaissant, serra sa main. « Merci, Madame Renaud. Nous acceptons. » Alors que Sophie était doucement escortée vers la passerelle, Antoine lança un dernier regard à Céline. Elle se tenait seule, les officiers de sécurité désormais à distance, son visage blême reflétant la peur d'un avenir incertain. « J'ai une fille, murmura-t-elle, presque inaudible. Elle a eu des problèmes. J'ai vu le sac et j'ai pensé. » Antoine la fixa, un instant de compassion traversant son esprit, vite balayé par l'image de Sophie, terrifiée, dépossédée de son avenir. « Votre passé n'est pas le fardeau de ma fille ?» dit-il, sa voix dénuée d'émotion. « Vous avez choisi de voir une menace là où il n'y en avait pas. Vous avez accusé, confisqué, détruit. Ce qui vous arrive maintenant, vous l'avez mérité. » À la sortie de la passerelle, une scène inattendue les accueillit. Une foule s'était rassemblée dans le terminal, des employés de l'aéroport, des passagers du vol ayant vu le flux, et une équipe de presse locale alertée par la viralité de l'histoire. Julien, toujours en train de diffuser, captait chaque instant. Marie, tenant Léo, marcha à leur côté, lançant un regard de défi à quiconque oserait critiquer. Lorsque Sophie apparut, pâle mais digne, un applaudissement spontané éclata, d'abord timide, puis puissant, une vague de soutien qui enveloppa la famille. Antoine sentit des larmes monter.
Il avait lutté seul contre la machine monolithique de la compagnie aérienne, mais il n'était plus seul. La vérité, amplifiée par des milliers de voix, avait percé. À l'hôpital universitaire de Chicago, Sophie fut immédiatement prise en charge. Les médecins, alertés par Antoine, stabilisèrent son état avec un traitement temporaire, mais le médicament spécifique nécessitait un acheminement urgent depuis Paris. La compagnie aérienne, sous la pression médiatique et la menace d'Isabelle Renault, organisa un vol charter pour livrer une nouvelle provision dans les 36 heures. Ils couvrirent également les frais médicaux et réservèrent une suite dans un hôtel proche. Mais Antoine savait que ce n'était pas suffisant. Les excuses et l'argent ne réparaient pas un système défaillant. Avec Isabelle, Bernard, Julien et Marie comme témoins, il lança une action en justice contre la compagnie, non pour des dommages financiers, mais pour un changement systémique. Des mois plus tard, la salle d'audience à Paris était silencieuse, sauf pour le murmure des avocats et le cliquetis des ordinateurs. Céline Dubois, désormais sans emploi, témoignait, son chignon blond défait, son assurance brisée. Sous les questions incisives d'Isabelle Renault, son récit s'effondra. « Vous avez dit que le sac était suspect », commença Isabelle. « Mais avez-vous demandé à voir les documents offerts par le docteur Lay ?» Céline bégaya. Il était agressif. Isabelle brandit l'enregistrement de Julien, vu par des millions. Cet enregistrement montre une famille calme et une hôtesse agressive. Et votre historique de recherche, mademoiselle Dubois, montre des articles sur le trafic de drogue par des adolescents. Votre jugement était-il influencé par vos préjugés ? Céline s'effondra, murmurant. Ma fille. Elle a eu des problèmes. J'ai cru. Isabelle la coupa. Votre travail était de suivre les protocoles, pas de projeter vos peurs sur une enfant. La compagnie aérienne, acculée, conclut un accord historique. Outre une compensation financière, elle fut contrainte de réviser ses formations pour 18 000 employés, un programme nommé Protocole Sophie Nguyen, axé sur la sensibilisation aux handicaps, la gestion des dispositifs médicaux et la reconnaissance des préjugés implicites. Antoine fut nommé consultant principal pour ce programme, transformant sa douleur en un levier de changement. Une partie de l'indemnisation finança la Fondation Sophie Nguyen, soutenant les familles d'enfants atteints de maladies auto-immunes rares avec des aides financières pour les traitements et les déplacements. Sophie, stabilisée, poursuivit son rêve au MIT, où le professeur Dubois, impressionné par son courage, l'a pris sous son aile pour un projet de recherche. L'histoire de la rangée 14 devint un symbole de résilience et de justice, un rappel que les préjugés, lorsqu'ils sont soutenus par un système, peuvent causer des ravages, mais qu'une famille unie, armée de vérité et de courage, peut faire plier ce système. Alors que la famille Nguyen rentrait à Paris, Antoine regarda Sophie, dont le sourire brillait à nouveau. Le karma n'était pas seulement la chute de Céline, c'était la construction d'un avenir où aucune autre Sophie n'aurait à endurer une telle injustice. L'histoire de Sophie Nguyen, une adolescente confrontée à une injustice criante à 10 000 mètres d'altitude, touche profondément par sa puissance émotionnelle et son appel à la responsabilité. Cette saga, marquée par le courage d'une famille face à la discrimination et à la négligence, incarne des valeurs chères à la culture française, la justice, la solidarité et la défense des plus vulnérables. Le geste irréfléchi de l'hôtesse Céline, motivé par des préjugés, et l'indifférence initiale de la compagnie aérienne révèlent comment des biais implicites, lorsqu'ils sont soutenus par un système, peuvent causer des dommages incalculables. Pourtant, la détermination d'Antoine Lay, armé de vérité et de résilience, transforme une tragédie personnelle en un mouvement pour le changement, illustrant la force de l'intelligence et du courage face à l'adversité. Cette histoire m'invite à réfléchir sur mes propres préjugés. En France, où l'égalité est une valeur républicaine fondamentale, nous devons rester vigilants face aux jugements hâtifs qui peuvent marginaliser autrui. La leçon est au clair, écouter avant d'agir, vérifier avant d'accuser, et toujours privilégier l'empathie. Dans ma vie quotidienne, je m'engage à cultiver cette vigilance, que ce soit en posant des questions pour comprendre les situations ou en défendant ceux qui sont injustement traités, que ce soit dans les transports, au travail ou dans la rue. L'histoire de Sophie nous enseigne aussi l'importance de la solidarité. Julien, Marie,
Bernard et Isabelle, par leurs actions, montrent que chaque voix compte pour faire pencher la balance vers la justice. Appliquer ces leçons, c'est reconnaître que le changement commence par des actes concrets, un soutien à une cause, une parole pour dénoncer une injustice, ou un effort pour s'éduquer sur les différences. En tant que Français, attachés à la devise « Liberté, égalité, fraternité », nous avons le devoir de construire une société où personne ne souffre à cause de l'apparence ou d'un handicap. Cette histoire n'est pas si l'histoire de Sophie vous a touché, montrez votre soutien en mettant un pouce en l'air. Partagez cette vidéo pour amplifier sa voix et faire entendre ce message de justice. Abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres récits inspirants, et laissez un commentaire pour partager vos pensées ou raconter comment vous luttez contre l'injustice dans votre quotidien. Ensemble, faisons résonner ces histoires, qui changeront le monde seulement un drame. C'est un appel à l'action pour une société plus équitable.